Salut, c'est Sai et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages, consacrée cette fois-ci à Bellatrix Lestrange dans la saga Harry Potter. C'est en écrivant l'analyse de Neville Londubat que j'ai eu envie de m'intéresser plus en détail à ce personnage aussi terrifiant que fascinant. Si le jeu d'actrice d'Helena Bonham Carter a largement contribué à la popularité de Bellatrix, il ne faut pas oublier que son écriture par J.K. Rowling y est aussi pour beaucoup. Alors on va bien sûr aborder les quelques différences entre les films et les livres, mais quoi qu'il en soit, il me semble que l'histoire de Bellatrix Lestrange mérite largement d'être racontée de son point de vue. Car si aucune de ses actions n'est excusable, on peut cependant très facilement expliquer comment elle en est arrivée à de telles extrémités. Donc on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour se replonger ensemble dans le monde de la magie en compagnie de Bellatrix Lestrange. Bellatrix est née en 1951 au sein de l'une des plus anciennes familles de sorciers au sang pur. Elle est la première fille de Druella et Cygnus Black III, la sœur d'Andromeda et Narcissa, ainsi que la cousine de Sirius Black. Tout comme ses sœurs, Bellatrix a été élevée selon la devise de sa famille, toujours pure. Car la famille Black était très attachée aux valeurs de la pureté du sang. On leur a donc répété pendant toute leur enfance qu'elles étaient supérieures aux autres sorciers et qu'il fallait mépriser les moldus, les sorciers némoldus, ainsi que les sorciers de sang mêlé. Préserver leur héritage à travers la pureté de leur sang était le credo censé guider chacune de leurs actions ou de leurs décisions, et ce tout au long de leur vie et peu importe les circonstances. C'est pour cette raison que les traîtres à leur sang étaient systématiquement effacés de la tapisserie familiale. Ce sera notamment le cas de Sirius Black, mais aussi de l'une des sœurs de Bellatrix, Andromeda, qui épousera Ted Tonks, un némoldu, et donnera naissance à Nymphadora Tonks. Baignée dans la philosophie de sa famille, Bellatrix se défendra de tout lien de parenté avec ces derniers. Ici, c'est ma cousine détraquée. Je les haïssais tous, sans exception. Mes parents, avec leur manie du sang pur. Elle entre à Poudlard en 1962 et intègre sans surprise la maison Serpentard. Au passage, on peut noter une incohérence dans le livre Harry Potter et la Coupe de Feu, quand Sirius Black affirme que Severus Rogue traînait avec des élèves de Serpentard qui deviendront tous des mange-morts, dont Bellatrix. C'est une incohérence car si Bellatrix est entrée à Poudlard en 1962, Severus lui n'y est arrivé qu'en 1971 et ils ne s'y sont donc jamais croisés. J.K. Rowling a d'ailleurs reconnu son erreur sur son site officiel. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas grand-chose de la scolarité de Bellatrix, hormis le fait qu'elle s'est passionnée pour la magie noire dès son plus jeune âge. Elle était sans doute une élève brillante car elle deviendra plus tard l'une des plus puissantes mange-morts au service de Lord Voldemort. Capable de lancer des sortilèges sans prononcer la formule, de voler sans balai et particulièrement douée en occlumencie. Même si l'on sait que c'est ensuite grâce au Seigneur des Ténèbres qu'elle s'améliorera considérablement dans tous ces domaines, il n'empêche que Bellatrix était une sorcière tout à fait brillante. Après sa scolarité, Bellatrix épouse Rodolphus Lestrange. Pas par amour, mais pour la pureté de son sang. Car n'oubliez pas, c'est uniquement la philosophie de sa famille qui guide chacune de ses actions ou de ses décisions. Contrairement à sa sœur, Andromeda, ou à son cousin Sirius, Bellatrix n'a jamais su s'émanciper de cette philosophie familiale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est notre environnement qui est à l'origine de qui nous sommes. Et que ce soit par mimétisme ou par opposition, nous forgeons notre identité en partie vis-à-vis de nos parents. Si Sirius et Andromeda ont eu la chance de faire des rencontres qui leur ont permis de voir le monde d'un autre point de vue, Bellatrix n'a pas eu cette chance. Si ces influences passées n'excusent en rien ses actions futures, il me semble tout de même important de préciser que renier sa famille n'a rien d'évident ou d'ordinaire. Sirius et Andromeda ont fait quelque chose d'extraordinaire en parvenant à se construire malgré une famille nocive. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché Sirius de commettre aussi des actes peu recommandables durant sa scolarité. Mais ce qu'est devenu Bellatrix est la conséquence normale de son éducation. Bref, elle n'aura pas d'enfant avec Rodolphus, mais un neveu, Drago Malfoy, et une nièce, Nymphadora Tonks, bien qu'elle ait aussi renié cette dernière. Bien joué, Drago. Bellatrix devient ensuite une mange-mort au service du Seigneur des Ténèbres. Fascinée par son maître dont elle est secrètement amoureuse, Voldemort est l'incarnation de tout ce pourquoi elle a été élevée. Le satisfaire devient donc son plus grand désir et le décevoir sa plus grande peur.
C'est pour cette raison qu'après la disparition de Lord Voldemort suite à son attaque chez les Potter, Bellatrix décide de s'attaquer à la famille Londubat pour tenter d'obtenir des informations. Car si la présence de son maître donnait un certain sens à sa vie, son absence n'a fait qu'accentuer la démence et le sadisme de Bellatrix. Guidée par sa folie, c'est avec l'aide de son époux Rodolphus, de son beau-frère Rabastan et de Barty Croughton Jr. que Bellatrix a infligé le sortilège Doloris à Frank et Alice Londubat. La torture fut si intense qu'ils en perdirent la raison et furent internés à l'hôpital Sainte-Mangouste, d'où ils ne ressortiront malheureusement jamais, laissant comme orphelin le petit Neville Londubat. Mais cette partie de l'histoire, je vous l'ai déjà racontée dans sa propre analyse de personnage. Il y a 14 ans, une mange-mort nommée Bellatrix Lestrange a infligé le sortilège Doloris à mes parents. Les 4 mange-morts furent ensuite arrêtés, jugés et emprisonnés à la prison d'Azkaban par le juge Barty Croughton Senior. Durant le procès, Bellatrix fut la seule à tout avouer, allant même jusqu'à se vanter de ses crimes. Elle croyait fermement au retour de Lord Voldemort et ne ressentait ni remords ni crainte. Ce comportement est typique des sociopathes. Pour faire simple, un sociopathe, c'est une personne qui est incapable de se conformer aux normes sociales ou à la loi, qui présente une incapacité à ressentir des remords après avoir fait souffrir autrui, qui ne se soucie pas non plus de sa sécurité ou de celle des autres, à ne pas confondre avec un psychopathe qui peut présenter les mêmes symptômes, mais dont l'origine est différente. On devient sociopathe à cause de son environnement social, alors qu'on est psychopathe à cause de facteurs psychologiques, biologiques ou génétiques. Pour simplifier, on peut dire que les psychopathes naissent psychopathes alors que les sociopathes le deviennent, même si cette distinction est encore en débat pour de nombreux experts en psychologie. Quoi qu'il en soit, c'est après avoir passé 14 ans enfermée à Azkaban que Bellatrix finira par s'évader avec son époux et son beau-frère suite au retour de Lord Voldemort. Aussitôt libre, elle se remet au service du Seigneur des Ténèbres qu'elle n'a jamais cessé d'aduler. Elle récupère des informations auprès de créatures et joue un rôle essentiel dans la tentative de récupération de la prophétie et donc dans la bataille du département des mystères. Elle affronte sa nièce, Nymphadora, mais aussi Neville, le fils de ses victimes, et enfin Sirius Black, son cousin, qu'elle finit par éliminer. Si dans le film elle prononce clairement le sortilège de la mort, ce n'est pourtant pas précisé dans le livre, laissant 2 possibilités à la mort de Sirius, soit le sortilège, soit le passage dans la mystérieuse arche. On peut tout de même noter qu'elle présente la capacité d'informulation orale des sortilèges, ce qui signifie qu'elle peut lancer le sortilège de la mort sans avoir à le prononcer. Et l'ironie du sort, si j'ose dire, c'est que Sirius était le dernier membre de sa famille à porter le nom Black. En tuant Sirius, c'est Bellatrix qui a mis fin à la lignée des Black. Suite à cette défaite, Voldemort ordonne à Drago de tuer Dumbledore par pure vengeance contre son père Lucius, qu'il considère comme responsable de cet échec. Bellatrix accompagnera donc sa sœur, Narcissa, pour pratiquer le serment inviolable avec Severus Rogue et protéger Drago. Il est bon de noter que Bellatrix était très réticente à cette rencontre. Je vous rappelle que décevoir son maître était sa plus grande peur et lui désobéir n'avait donc rien d'anodin, ce qui à mes yeux prouve son affection pour sa sœur. Bellatrix n'aime pas grand monde, elle ne semble même pas se soucier d'elle-même, mais est dévouée corps et âme aux 2 seules personnes qui comptent pour elle, Lord Voldemort et sa sœur Narcissa. Quoi qu'il en soit, c'est suite à ces événements que Dumbledore sera assassiné au sommet de la tour d'astronomie. Si Bellatrix est présente à ce moment-là dans le film, elle n'y était cependant pas mentionnée dans le livre. Dans le livre, c'est un autre mange-mort qui lance la marque des ténèbres bien avant l'arrivée de Dumbledore. Alors que dans le film, c'est Bellatrix, juste après la mort de Dumbledore, comme pour venir accentuer sa folie incontrôlable. Le succès de Rogue en a fait le favori du Seigneur des Ténèbres, éclipsant au passage Bellatrix et les Malfoy qui deviennent la risée des Mange-Morts. Voldemort n'hésitant pas à les humilier quand il ne les ignore pas tout simplement. Mais quand les rafleurs capturent Harry Potter et compagnie, Bellatrix y voit l'occasion inespérée de se racheter. Une différence notable entre le livre et le film, c'est que dans le livre, la torture d'Hermione est montrée uniquement du point de vue de Harry et Ron qui entendent ces hurlements causés par le sortilège Doloris. Mais bien que Bellatrix ait souvent lancé le sortilège Doloris dans les livres, on ne la voit jamais l'utiliser à l'écran. La scène avec
avec le couteau n'en demeure pas moins une sacrée performance de la part des deux actrices, en appuyant sur le désespoir d'Hermione face à la folie de Bellatrix. Et c'est justement à cause de sa folie que Bellatrix a laissé s'échapper sa seule opportunité de se racheter. Bon, ok, il y a aussi l'intervention de Dobby et l'hésitation de Drago qui y ont contribué, mais le côté incontrôlable de Bellatrix n'a pas aidé à gérer la situation. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, elle fut tout de même satisfaite d'ôter une vie. Avant de passer à la bataille de Poudlard, j'ai 3 petites choses à vous raconter. Tout d'abord, dans Harry Potter et l'enfant maudit, on apprend que Bellatrix a eu un enfant avec Voldemort dans le manoir des Malfoy juste avant la bataille de Poudlard. Sauf qu'à ce moment-là, Bellatrix était déjà tombée en disgrâce aux yeux de son maître. Souvenez-vous, c'est le moment où il passait son temps à l'humilier, elle et les Malfoy. J'ai donc du mal à considérer cet événement comme cohérent, mais chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, évidemment. Ensuite, au départ, c'était Hélène McRory qui devait jouer le rôle de Bellatrix. Mais comme elle était enceinte, elle a dû abandonner au profit d'Helena Bonham Carter. Elle sera tout de même rappelée plus tard pour interpréter le rôle de sa sœur, Narcissa. Et enfin, dans le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Helena Bonham Carter a malencontreusement enfoncé sa baguette dans l'oreille de Matthew Levis, l'interprète de Neville, à tel point qu'elle a failli lui transpercer le tympan. Voilà, 3 petites choses que je tenais à vous raconter avant de passer au final de cette vidéo. On arrive enfin à la bataille de Poudlard. Bataille durant laquelle Bellatrix a tué sa nièce, Nymphadora Tonks, avant de s'en prendre à Hermione, Luna et Ginny. Le fait qu'elle soit capable de tenir tête à 3 ennemis en même temps ne venant que confirmer la puissante sorcière qu'elle était. Mais c'est alors qu'elle s'en prend directement à Ginny que Molly, déjà anéantie par le décès de Fred, intervient. Si dans le film elle lance un premier sortilège qui resserre intensément les vêtements de Bellatrix, avant de la faire exploser avec un second sortilège, dans le livre elle lui lance simplement un sort au-dessus du cœur. Mais en voyant Molly mettre fin à la folie démentielle de Bellatrix, je ne peux m'empêcher de penser que les choses auraient sans doute été différentes si Bellatrix avait eu la chance d'avoir une mère comme Molly. Les Weasley, tout comme les Black, sont aussi une ancienne famille de sorciers au sang pur. Mais si l'origine sociale est similaire, les Weasley ont fait le choix d'élever leurs enfants dans le respect de tous. Bellatrix n'a pas eu cette chance et je reste persuadé qu'il est impossible de s'aimer soi-même si on n'est pas capable d'aimer les autres. Bien que fascinante par sa folie, Bellatrix était un monstre. Un monstre créé par une idéologie répugnante. La victoire de Molly sur Bellatrix est donc une image particulièrement forte dans la saga Harry Potter, car c'est la victoire de l'amour sur la haine, alors que l'amour d'une mère aurait peut-être pu empêcher Bellatrix de devenir un monstre. Sur ce, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Bellatrix Lestrange. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas merci de penser au pouce bleu, mais aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et sur Utip. Vous trouverez tous les liens dans la description et idem pour Twitter, Facebook et Instagram. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu es Sirius Black. Et tu peux m'attraper. Oh, Dolores!